vous êtes sur RTL. Ils refont la France sur RTL. Avec Amandine Bégaud. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ils refont la France comme tous les vendredis. Retour sur l'actualité de la semaine avec les correspondants de la presse étrangère avec nous ce soir. Hallo, ich bin Birgit Holzer, deutsche Journalistin in Paris. Buenas tardes, Juan José Dorado, periodista español. Добрый вечер, я Елена Сервидас, журналист из России. Joël Meskens du Soir de Bruxelles. Bonsoir Amandine, bonsoir à tous. Bonsoir à tous les quatre et merci d'être là pour ce nouveau numéro d'Ils refont la France. Au programme cette semaine, la guerre en Ukraine et quid des entreprises étrangères installées en Russie. Les boîtes françaises sont-elles les seules à être pointées du doigt ? Renault, Auchan, Leroy Merlin doivent cesser d'être les sponsors de la machine de guerre russe et ces entreprises françaises doivent quitter ce marché russe. Dans Ils refont la France également la présidentielle, un premier tour dans 16 jours, ce délit de non-partage des tâches domestiques et puis le guide Michelin, vous nous direz si c'est toujours la référence à l'étranger. Comme ça, chaque semaine, l'idée qu'on pourrait leur piquer, coup de projecteur sur une initiative à l'étranger qu'on pourrait ou pas d'ailleurs dupliquer ici en France cette semaine, une police de la bière. Oui, ça existe. Voilà pour le programme. Ils refont la France, épisode 31, c'est parti. RTL, Sie erfinden Frankreich neu. ils refont la France. with Amandine Bégaud. La polémique La polémica de la semana. de la semaine. Je suis un patron en colère. J'ai la photo de deux personnes. Ces deux soldats ukrainiens, ce sont deux employés de Total Energy. Ce sont les deux héros de mon entreprise aujourd'hui. Et on nous accuse de crime, mais c'est pas acceptable. On est des gens responsables. On prend le temps de réfléchir. On me dit retirez-vous de Russie. Je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner ? Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne. C'était cette semaine sur RTL, le coup de gueule de Patrick Pouyanné, le patron de Total, que certains accusent de crime de guerre. Vous comprenez sa colère, Elena, je vous ai vu sourire. Bah, je ne sais pas, pour moi, la réponse est évidente. Du moment... En fait, il faut être honnête avec soi-même. Est-ce que, en restant en Russie, est-ce que vous êtes d'accord d'alimenter cette machine de guerre que Volodymyr Zelensky l'a bien nommée, il faut nommer les chats en chat, ou bien vous essayez de garder une image, je ne sais pas, la France, elle a 1200 entreprises, 160 000... Oui, la France est le pays étranger le plus présent aussi. Le plus présent en Russie. Mais il faut se dire, cet homme, il mène la guerre en Ukraine. En restant là-bas, vous risquez d'abord... ça impacte votre image, mais demain, quand il y aura le Cour pénal international, vous allez passer aussi en tant que collaborateur. Vous avez vu en France avec Renault, qui a perdu cette entreprise après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il faut mettre tout ça sur la table. Le PDG de Total disait sur RTL, est-ce qu'on est prêt à payer plus cher ? Les Allemands, par exemple, Birgit, ils seraient prêts à payer plus cher ? C'est tout le débat chez vous en Allemagne en ce moment. C'est très compliqué en fait. C'est le pays le plus dépendant du gaz russe. Hein, oui, on a 50% de notre gaz, c'est du gaz russe. Et le gouvernement, pour l'instant, veut toujours pas arrêter les livraisons tout de suite. Mais c'est tout un débat. C'est pas que le gouvernement décide ça et que c'est clair et net. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent, qui disent il faut utiliser cette arme parce qu'effectivement, l'Union européenne verse, je crois, plus de 600 millions d'euros tous les jours à la Russie pour l'énergie. Et effectivement, c'est comme ça que la guerre est financée. Donc, on a tout ce débat un peu moins autour des entreprises. Il y a aussi des entreprises allemandes présentes qui ont les mêmes problèmes aujourd'hui que ceux que les Françaises citées. Mais c'est surtout l'énergie dont dépend tout le pays, en fait. L'industrie, mais aussi la population. Et on n'a pas encore trouvé la bonne réponse, je pense. En fait, le PDG de Total met sur la table, à la lumière, l'hypocrisie des différents gouvernements. Ça, c'est la réalité. Mais il le dit chez vous, à RTL, devant tout le monde. Parce qu'on le rappelle, aucun gouvernement aujourd'hui n'a dit à ces entreprises quitter la Russie. Voilà. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elles ne le font pas ? C'est aussi une des questions. Pourquoi ? Voilà. Et puis derrière,
il y a un problème très particulier, très franco-français, c'est qu'on est en élection et donc il y a cette polémique avec Yannick Jadot qui accuse Total des crimes de guerre. Et donc je pense que là, il va très loin. Mais il n'y a pas que Yannick Jadot. Zelensky, devant le Parlement français, cette semaine, il accuse ces entreprises, il les nomme et il dit vous êtes sponsor de la guerre. Mais au-delà justement donc de cette polémique et de cette hypocrisie des différents gouvernements, c'est vrai que la pression sociale est très forte en Europe et que les entreprises doivent commencer à quitter. Les Espagnols n'ont pas les mêmes intérêts que les Français en Russie. Nous, on a Sarah, Inditex, qui vient de fermer il y a à peine une dizaine de jours 527 magasins en Russie. C'est 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires tous les ans. Et ils ont été obligés, ils ont tenu tant qu'ils ont pu, mais ils ont été obligés de fermer parce que la pression populaire est très forte et effectivement, donc il est compréhensible qu'à un moment donné, on commence à sortir et qu'on parte. Joël, c'est tout le jeu, le dilemme entre morale d'un côté et économie. En plus, on est dans un contexte, on le disait quand même, social compliqué aujourd'hui en Europe. Oui, mais il faut savoir ce qu'on veut. On est empêché, on veut mener une guerre sans faire la guerre, très concrètement. Donc on veut livrer des armes, mais sans être sur le terrain, sans mettre de zone d'interdiction aérienne, sans livrer d'avions de combat, etc. Donc on est empêché parce qu'on est tétanisé par une chose qu'il faut bien nommer aussi, c'est la peur d'une troisième guerre mondiale. La peur d'une attaque atomique. Donc on est coincé de ce côté-là. Donc soyons forts, unis et déterminés, au moins sur le front économique. De ce côté-là, et on doit être absolument inflexible et ne rien laisser passer. Évidemment, c'est facile de dire ça. Ça sert à rien de jeter des anathèmes. Évidemment que c'est pas des décisions faciles à prendre. Mais est-ce qu'on a le choix ? Est-ce qu'on a le choix ? Il y a une population qui meurt. Il y a un pays qui est en guerre, envahi par un autre pays. Il faut lui porter au moins ce secours-là. Et si l'Europe manque d'énergie, manque de gaz, etc., soyons audacieux, mutualisons nos achats, trouvons de nouvelles idées comme on l'a fait pendant la crise. On a des idées. Voilà, pendant la crise Covid, on a trouvé des moyens d'inventer autre chose. Soyons innovants, mais soyons inflexibles. Elena, je vais vous faire réagir. Je voulais juste avant vous faire entendre le représentant de la CGT de chez Auchan, qui est présent en Russie, qui a été interpellé par Zelensky. Écoutez. Nous demander de quitter expressément la Russie au prétexte qu'il y a un différend entre la Russie et l'Ukraine et sous-entendre qu'on autofinance les crimes de guerre qui sont aujourd'hui menés par Poutine. Alors, on ne peut pas adhérer à ça puisque notre cœur de métier, et sans faire de politique politicarde, c'est de servir au peuple russe la possibilité de se nourrir. On est présent aussi bien en Ukraine qu'en Russie. Nous porter comme des associés à tous ces crimes de guerre sur lesquels on n'adhère pas, évidemment, on ne peut pas admettre ça. L'argument d'Auchan et même des syndicats, et c'est le cas aussi chez Lactalis par exemple, c'est de dire on nourrit la population russe. Sincèrement, s'il partait, Elena, qu'est-ce que ça changerait quelque chose ? Ça pourrait faire plier Poutine, d'après vous ? Moi, je pense qu'il faut prendre des positions. Ça, c'est le plus important. Je ne pense pas que vraiment le patron d'Auchan, il est tellement inquiet qu'est-ce que demain les gens à Novosibirsk vont manger. C'est pas sa première préoccupation, n'est-ce pas ? Si tu prends pas des positions, je suis d'accord avec Zelensky. Tu soutiens cette guerre d'une manière ou d'une autre. Moi, pendant des années, j'écrivais sur les sanctions et j'étais la première à dire que les sanctions doivent être toujours personnelles, très ciblées, c'est comme ça qu'on va réussir, etc. Toujours le cercle autour de Vladimir Poutine. Mais ça ne marche plus. Mais il nous a pas écoutés, d'où le résultat qu'on nous voit aujourd'hui. Alors je vais poser ma question encore plus simplement, c'est-à-dire que est-ce que si on bloque tout pour les Russes, ils ne peuvent plus acheter à manger, de vêtements Zara ou quoi, il y a un moment où ils vont se rebeller contre Poutine, c'est ça que certains imaginent. Mais les gens qui soutiennent Vladimir Poutine, ils disent ok, on s'en fiche qu'on n'a pas Zara, on le commande par Kazakhstan, on commande sur l'adresse à Kazakhstan. Donc ça change rien, Elena. Mais il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, n'est-ce pas ? Il y a d'autres gens, ils ont dit la phrase les kolkhozes vont se lever. Les kolkhozes, c'est le mot qui n'existe plus. Moi, j'ai 38 ans, c'est la première fois que j'entends ce mot. Il dit non, ça va robuster notre économie, mais c'est pas vrai. Il y a des magasins qui sont vides. Et moi, je pense que du moment que tu n'as rien à manger, tu vas comprendre qu'est-ce qui se passe en vérité. Et j'espère que les gens vont comprendre et ils vont sortir dans les rues et réclamer des changements. Bon, on va marquer une toute petite pause, 19h28 sur RTL. Dans un instant, on va revenir sur cette prise de parole du président ukrainien Zelensky devant le Parlement européen et cet appel lancé à la France. À tout de suite sur RTL.
Loro rifanno la Francia. Ils refont la France. Con Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Good evening. Ils refont la France sur RTL. 19h31 sur RTL, deuxième partie d'Ils refont la France. Et avec nous ce soir, toujours Birgit Holzer, Joël Mesquins, Elena Servetas et Juan José Dorado. La déclaration Die Erklärung der Woche. de la semaine. Après ces semaines d'invasion russe, Mariupol et d'autres villes ukrainiennes frappées par l'occupant rappellent les ruines de Verdun comme sur les photos de la Première Guerre mondiale que chacun a vues. Vous savez ce que c'est la liberté, l'égalité, la fraternité. Et nous attendons de la France, de votre leadership, que vous fassiez en sorte que la Russie cherche la paix pour mettre fin à cette guerre contre la liberté, l'égalité et la fraternité. Pour que la liberté ne perde pas, elle doit être bien armée. Nous avons besoin de chars et d'avions de combat. C'était cette semaine devant le Parlement européen à l'adresse du président ukrainien. Liberté, égalité, fraternité, Verdun. Il a aussi évoqué Jean-Paul Belmondo. C'est ça la France, Joël? Ouais, d'abord, il est très astucieux dans sa communication. On l'a vu que quand il s'adresse aux États-Unis, il parle de Pearl Harbor. À chaque fois, il y a quand il va en Angleterre, il parle de Churchill, etc. Donc en France, tout le monde s'attendait à ce qu'il parle de Gaulle, de Jean Moulin, etc. Donc il a certes eu cette référence à Verdun, mais il y a eu ce parallèle un peu surprenant qui a surpris tout le monde avec Belmondo. Bon, il faut se souvenir que Zelensky, c'est un comédien au départ, donc c'est aussi sa référence. Puis il a peut-être voulu aussi justement montrer l'identité d'un pays. C'est vrai que c'est un héros populaire, Belmondo, et que quand on envahit un pays, c'est aussi l'identité d'un pays qu'on attaque, et donc il a voulu peut-être faire un parallèle. Voilà l'identité de votre pays, ce que ça vous toucherait au cœur si vous-même étiez frappé, donc aidez-nous. Et si on va encore plus loin de cette analyse, heureusement que c'est Belmondo, ils n'ont pas Gérard Depardieu, par exemple. Oui, qui avec ses liens avec Poutine, oui. Alors là, c'est particulier. Ça aurait été malvenu. Pas de un mot. Juste dire que non, son message était très intéressant, mais surtout le fait qu'il ait nommé des entreprises. Vous avez passé tout à l'heure un syndicaliste des Auchan. J'étais un peu surpris quand il a dit cette différence entre la Russie et l'Ukraine. Cette différence, bon, parlez. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que j'ai peur que petit à petit, comme il a parlé devant les Anglais, devant les Américains, les Français, les Allemands. C'est contre-productif au bout d'un moment. À un moment donné, tout le monde veut son Zelensky à lui. Donc, il va falloir qu'il parle en Italie, en Espagne, au Portugal. Et en même temps, autant de parler devant autant des parlements, ça va peut-être enlever de l'intérêt à sa proposition. Ça affaiblit sa parole. Voilà. Et je me suis posé la question, il a parlé de Verdun. S'il parle devant le Parlement espagnol, je pense qu'il parlerait de Guernica, qui est le village martyr de la guerre civile espagnole qui a été détruit par les Allemands lors de cette guerre civile dans les années 30. La France, on le disait, liberté, égalité, fraternité, Verdun, Belmondo. Et puis c'est aussi ça. La proposta della settimana. La proposition de la semaine. Dans les couples hétérosexuels, aujourd'hui, les femmes font 10h30 de travail domestique de plus par semaine que les hommes. Depuis quand les mecs acceptent tranquillement leur privilège d'avoir 10 heures de plus par semaine, quoi. Il y a la Chine, l'Argentine, le Portugal qui ont déjà condamné des hommes à des amendes parce qu'ils ne partageaient pas suffisamment les tâches domestiques. Et je me dis, pourquoi pas réfléchir à ça en France. Proposition de la semaine, donc signée Sandrine Rousseau, l'ex-candidate à la primaire écologiste, qui souhaite créer, vous l'avez entendu, un délit de non-partage des tâches domestiques. Ça vous fait sourire ou pas ? Joël, pardon. On est à quelques jours du 1er avril, on pourrait se demander si c'est pas un poisson. Hélas, non. Évidemment, tout le monde partage son objectif, que les tâches soient mieux partagées, qu'au-delà de ça, l'égalité homme-femme soit davantage une réalité. C'est évidemment sur le but poursuivi. Maintenant, sur la manière, très franchement, croit-on vraiment que déjà les lois peinent à poursuivre les hommes qui frappent leurs femmes ? Est-ce qu'on va vraiment venir vérifier, est-ce qu'un policier va venir vérifier chez vous si l'ascenseur a été actionné par monsieur ou par madame ? Très franchement, ça me paraît, on peut le dire, grotesque. Grotesque aussi, Birgit ? Oui, je pense que c'est vraiment la caricature en fait des Verts qu'on veut plus voir. Des Verts français. Des Verts français. On avait ça en Allemagne. Aujourd'hui, ils sont beaucoup plus modernes en fait. Et c'est plus un parti qui veut tout d'un tas dire en fait. C'est plus cette image-là. Et Sandrine Rousseau qui n'a plus, elle a exprimé une opinion personnelle en fait. Bien sûr, oui, elle n'est plus dans la campagne de Yannick Jadot. Donc il faut peut-être
le préciser aussi, mais elle est vraiment dans cette vision sectaire presque, alors que je suis une femme et complètement pour le partage des tâches ménagères, mais je ne pense pas que c'est effectivement avec monsieur le policier à côté, à table que ça va marcher. Donc Juan José, vous êtes moins sévère. Sur cette déclaration, elle me fait peur plutôt. Oui. Hein. Mais après, il faut constater qu'un certain nombre de pays ont fait quand même des avances énormes. Alors, l'Espagne, il faut le rappeler, c'est un des pays qui a le plus œuvré ces dernières années, notamment contre les violences faites aux femmes. Hein. Tout à fait. Depuis une vingtaine d'années, l'Espagne le est bracelet, tentée. Ça vient de chez vous, le téléphone. Voilà. Et d'ailleurs, le 8 mars dernier, jour international de la femme, le gouvernement espagnol a approuvé un plan qui s'appelle Égalité effective hommes et femmes, qui est des 4 ans, 22-25, et qui est doté de 20 milliards d'euros pour retrouver cette égalité effective, que ce soit dans le domaine professionnel, dans le domaine politique, dans le domaine des violences faites aux femmes. En fait, c'est un plan sur différents ministères transversal. Donc, mais ça m'étonne que Sandrine Rousseau parle de ça dans un pays, la France, qui n'a pas encore l'égalité d'hommes-femmes à l'Assemblée nationale ni au Sénat, qui a encore des grosses différences au niveau des salaires. Peut-être va falloir d'abord trouver des solutions à ça. Mais après, certains vont dire que ça passe par là aussi, en fait. Ça passe par les tâches de... Sauf que les nouvelles générations, entre guillemets, le partage des tâches se fait depuis longtemps. Alors, est-ce que c'est du 50-50 ? Non, pas du tout, ce n'est pas du 50-50, mais ce n'est pas à l'époque de mes parents où c'était 90% ma mère et 10% mon père. On n'est pas du tout dans ces registres-là. L'Espagne est mieux classée que la France en termes de répartition, d'ailleurs. Elena, en Russie, le partage des tâches domestiques, c'est quelque chose... C'est compliqué pour moi. Ça aussi, ça dépend des générations, évidemment. Des générations de mes parents et mes grands-parents, c'était toujours les femmes au fourneau. C'est beaucoup changé aujourd'hui. Mais moi, je trouve aussi... C'est pour ça que j'étais toujours à dire, je suis contre féminisme de guerre. Comme ça, très acharné. Ça ne me plaît pas du tout. Du moment que c'est ridicule et caricatural, je ne peux plus suivre cette chemin-là. Moi, en Russie, ce qui est important, c'est qu'on vote la loi contre violence conjugale, ça, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Ils disent que l'État il ne doit pas se mêler dans les affaires familiales. Justement, l'Espagne, pour nous, c'est un bel exemple qu'on aimerait suivre, mais on est très, très loin de se rapprocher de ça. Donc, voilà, on a d'autres choses à régler. Les enfants battus, les femmes battues, il n'y a pas d'exil pour des endroits où se cacher. Il y a même les cas, et j'en connais beaucoup, quand... les femmes sont en train de divorcer, par exemple, à Moscou. Le père, il part en Tchétchénie. Le divorce, il est prononcé en Tchétchénie en sa faveur. Il prend l'enfant et il ne voit plus jamais son enfant. Et en Tchétchénie, va chercher la justice en Tchétchénie. Quand j'écoutais, je me rappelle depuis 2 ans à la ville de Valence en Espagne, la mairie a détaché une dizaine de policiers qui font de garde du corps des femmes battues, et donc ils accompagnent un certain nombre des femmes battues. Et donc, ce n'est pas le bracelet électronique, c'est des policiers qui font le service dont des gardes du corps de ces femmes battues. Pour vous dire qu'effectivement, à un moment donné, il faut aller très loin dans les choses. Combien de milliards, vous disiez, consacrés 20 milliards. 20 milliards. Vont être consacrés dans ce troisième plan, c'est le troisième plan, sur 2022 à 2025, pour lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les domaines. Je crois qu'en France, c'est 1 milliard par an. Et c'était déjà un effort je énorme. vous dirais que Marlène Schiappa, Isabelle Moreno, toutes les ministres ou tous les ministres chargés de l'égalité en France, systématiquement, vont en Espagne voir comment ça se passe en Espagne. Dans les commissariats, nous avons depuis très longtemps des policiers spécialisés uniquement que pour recueillir les plaintes des femmes maltraitées, des femmes battues, etc. Toute petite pause sur RTL, vous restez avec nous, Ils refont la France revient dans un instant, on va parler politique et puis du guide Michelin. Est-ce que c'est toujours la référence dans le monde ? Réponse dans un instant, à tout de suite. RTL. Remaking France. Mit Amandine Bégaud. Ils refont la France sur RTL. Buenos dias. Avec Amandine Bégaud. Troisième partie d'Ils refont la France et avec nous toujours ce soir Birgit Holzer, Joël Mesquins, Elena Servetas et Juan José Dorado.
semaine. L'homme de la semaine. Notre homme de la semaine, c'est Jean-Luc Mélenchon qui semble s'imposer comme troisième homme de cette élection présidentielle. En tout cas, c'est ce qu'en dit notre sondage BVA pour RTL et Orange publié ce matin. Jean-Luc Mélenchon désormais crédité de 14,5% d'intention de vote. Alors il est assez loin derrière Marine Le Pen à 19%, très loin d'Emmanuel Macron qui est désormais à 28%. Mais c'est lui, visiblement, qui arrivait en troisième place. Je suis sûre qu'il y a quelques semaines, on en aurait parlé ensemble, on aurait plutôt dit Éric Zemmour comme troisième homme. Joël, ça vous surprend cette percée de Jean-Luc Mélenchon ? Oui et non, il y a des phénomènes conjoncturels, on va dire, qu'il explique. Il y a déjà d'une part le départ de Christiane Taubira, son désistement. Il y a aussi le phénomène un peu de vote utile à gauche qui se cristallise un peu aussi parce qu'on voit que tous les autres vraiment sont dans la bérésina. Donc on se dit peut-être que voilà, on va se mettre derrière Mélenchon pour une espèce de peut-être de rêve d'accéder au second tour. Maintenant, est-ce qu'il peut réaliser ce coup de théâtre que ses partisans sont en train de nous vendre pour l'instant en disant voilà, la surprise va peut-être arriver, il va être au second tour, dépasser Marine Le Pen, etc. J'y crois, je peux me tromper, hein, c'est pas une science exacte évidemment de prévoir, mais j'observe quand même que Marine Le Pen ne chute pas. Au contraire, Marine Le Pen monte aussi, donc les courbes ne sont pas en train de se croiser. Il y a une dynamique Mélenchon qui est réelle, mais il y a une dynamique aussi Marine Le Pen qui est réelle aussi, parce qu'elle a su cristalliser sur ces classes populaires, qui sont d'ailleurs l'objet de la dispute entre les deux maintenant. On voit bien que l'un et l'autre essayent de séduire au maximum cet électorat. Et Birgit, il est connu, Jean-Luc Mélenchon, en Allemagne ou pas du tout ? Il est un peu connu parce que ça fait un moment qu'il est dans le paysage politique français, mais il est connu comme, je sais pas extrémiste, mais de extrême gauche. Il a écrit en 2015 un livre qui s'appelle Le hareng de Bismarck, qui est vraiment un brûlot contre l'Allemagne. Contre l'Allemagne. Donc, il avec des chiffres très très sélectionnés en fait, et donc il est vu comme quelqu'un de anti-germanique qui nous comprend pas très bien. Et c'est aussi mon impression que c'est quelqu'un qui écrit quand même un livre sur un pays qui apparemment il connaît en partie. Après, je pense effectivement sur cette dynamique, c'est peut-être un des seuls qui a vraiment su donner des messages très très clairs et qui effectivement, comme Marine Le Pen, a réussi à toucher là où il y a les plus de préoccupations, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, la retraite à 60 ans, tout ça. Donc le SMIC à 1 400 €, c'est l'une des propositions, par exemple, que les Français ont retenu, en tout cas, et il y en a visiblement pas beaucoup qui retiennent. Juan José, en Espagne, il est connu, Jean-Luc Mélenchon ? Il est connu pour plusieurs raisons. Déjà parce qu'il a des origines espagnoles. Son grand-père était espagnol, donc il parle espagnol. Il a suivi de très près la création des Podemos avec Pablo Iglesias en Espagne. D'ailleurs, quand il a créé ces différents mouvements avant la France Insoumise, mais avant aussi ce mouvement qui voulait unir toutes les gauches dans un mouvement qui s'appelait Ensemble, le PC, etc. Il a toujours eu l'idée d'aller voir comment ça se passait en Espagne. Donc, il a fait beaucoup de voyages en Espagne. Mais puis, il y a cet aspect très particulier du fait qu'il a des origines espagnoles et qu'il parle espagnol et qu'il était ami avec Pablo Iglesias qui, faut-il le rappeler, a créé Podemos, mais a été aussi le vice-président du gouvernement espagnol jusqu'à il y a quelques mois. Elena, on aurait pu penser qu'il paye certains de ses propos sur Poutine. En Russie aussi, il est connu de longue date comme un ami de Vladimir Poutine, enfin l'ami des régimes plutôt. On entendait en 2020, je me souviens quand lors des attaques terroristes en France, elle a dit qu'il y a des problèmes avec la population tchétchène en France. Après, il fallait s'excuser. On se souvient aussi de ses nombreux contacts avec les diplomates russes, avec notamment l'ambassadeur russe en France, et d'où on disait, mais il répète toujours tout ce qu'il ministère. Mais il ne paye pas cette fois-ci cette proximité-là. Non, ça vous surprend pas, ça ? Le fait que cette proximité qu'il a pu avoir avec la Russie, alors il a condamné bien sûr la guerre en Ukraine, mais on aurait pu penser il y a quelques semaines que ces candidats-là, Marine Le Pen aussi... Il y a deux choses, justement, Marine Le Pen et lui ne payent pas tellement ça parce que leur électorat d'abord est très populaire. Donc effectivement est sensible à ces thématiques du pouvoir d'achat et moins à la géopolitique, etc. C'est quelque chose qui les concerne moins, et dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon
Mélenchon. En plus, on a des gens, ceux qui s'y intéressent justement à la politique internationale, ceux-là sont pour un non-alignement, etc. Donc ça ne les choque pas plus. Oui, naturellement, le soutien de Poutine, ce que évidemment Mélenchon nie totalement, mais en tout cas, cette thématique du non-alignement ne les choque pas. Donc, et puis il y a surtout ce cœur de cible populaire. Ouais, n'oublions pas de toute façon, c'est que c'est un très bon politique, il connaît ses dossiers, il est convaincant, souvent, le voir en meeting pour l'avoir suivi, à la fin du meeting, tu peux sortir disant il a tout à fait raison. Donc ça ne m'étonne pas qu'il monte, en fait. C'est un très bon orateur. Allez, toute autre chose, on va, comme promis, parler du guide Michelin. The figure of the week. Le chiffre de la semaine. Et notre chiffre cette semaine, c'est 627. 627 comme le nombre de restaurants étoilés dans le dernier guide Michelin qui est sorti cette semaine. Parmi eux, 31 3 étoiles. Ça reste une référence dans vos pays, le guide Michelin. Birgit. Oui, complètement. En Allemagne, on a maintenant 300. On a un guide Michelin avec 327. Donc 300 mois, mais je crois que c'est un des pays vraiment derrière la France. Donc il existe de bons restaurants allemands. Ça existe. Une info. Ça existe. Il faut donner cette info. Souvent ici, on dit que la nourriture allemande, c'est pas top. Mais vous le dites. Trop de restaurants allemands à Paris quand même. Bah oui. Non, mais vous nous dites souvent qu'on mange moins bien en Allemagne qu'en France. Je pense que globalement c'est vrai. Même si des clichés, c'est parfois aussi le contraire, mais effectivement, je pense qu'il y a vraiment une cuisine d'excellence allemande aujourd'hui qui s'est vraiment modernisée, qui s'est ouverte au monde aussi, donc qui est très 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 bonne. Je voulais pas vous vexer, je voulais juste vous charrier. Juan Rosé, je suis tout à fait surpris par le nombre de restaurants avec des étoiles Michelin du côté allemand, mais comme ils sont 80 millions, un peu plus, mais nous on a 228 et on est 47 millions, donc peut-être qu'à du mérite. Alors nous on a eu les étoiles Michelin, c'était en décembre. Nous on dit Michelin. Ben oui, parce que nous on prononce le i. Donc Michelin, pour vous, 228, on les a eu fin décembre, et donc on a 11 restaurants avec 3 étoiles. C'est une référence. Pas beaucoup, mais qui est pas mal. En Russie, c'est une référence aussi. Mais les Russes, ils adorent les restaurants Michelin. On dit chez nous, à chaque fois, tu choisis le pays d'abord et ensuite le restaurant que tu vas visiter. Maintenant, hélas, avec les sanctions, tu vas plus le voir. Mais il faut dire que l'année dernière, 2021, en Russie, on a aussi nos étoiles. Pour les premières fois, les chefs, ils ont eu ces étoiles de guide Michelin. Joël, en Belgique, c'est une référence encore ? Oui, ça reste la référence, mais c'est une référence. C'est le must, mais qu'on adore détester en fait toujours. Voilà, c'est un peu comme le festival de Cannes ou la cérémonie des Césars. C'est des trucs que tout le monde regarde, tout le monde va manger, tout le monde adore, etc. Mais en même temps, tout le monde critique, c'est mal fait, c'est plein de pression. Alors il y a des gens qui sont pas récompensés, qui devraient l'être, c'est surfait, etc. Mais en même temps, on regarde, on adore parce qu'on est comme ça. C'est notre rapport avec la France, et comme ça, de toute façon, on aime, on se déteste, mais c'est la même chose. Bon, je vous avais préparé un petit quiz. On ne va pas avoir beaucoup de temps, mais je vais quand même vous poser 2 questions. Est-ce que vous savez quel est le chef le plus étoilé ? Alain Ducasse, 18 étoiles avec 23 restaurants dans le monde. Et la ville dans le monde qui compte le plus de restaurants étoilés ? Tokyo. Bravo. 203 restaurants étoilés en 2022 à Paris. C'est là où il y en a le plus en France. Il y en a 96 seulement, j'ose dire. Bon, c'est Tokyo, effectivement. Il y a un petit village allemand où il y en a 3 aussi. C'est vrai, un petit village ? Oui. Pas mal. Pas trop loin de la France. Quand même. Dans le Baden-Württemberg, en forêt noire. Bon, on marque une toute petite pause dans un instant. C'est l'idée qu'on pourrait leur piquer avec ce soir une police de la bière. On reste à table, donc à tout de suite sur RTL. Ils refont la France sur RTL. Mais Amandine Bégaud. Amandine Bégaud. Ils refont la France sur RTL. Et toute dernière partie d'Ils refont la France. Et Arthur Asquin nous a rejoint. Bonsoir Arthur. Bonsoir Amandine. L'idée qu'on pourrait leur piquer. Et chaque semaine, Arthur, vous nous présentez 2 idées, 2 initiatives trouvées à l'étranger qu'on pourrait, ou pas, on précise bien sûr, décliner ici en France. On commence avec une police de la bière en Australie. Oui, dans les bars de Sydney, Perth, Brisbane ou Canberra, une pinte, c'est une pinte, ni plus ni moins. Et gare aux établissements qui serviraient des bières sous-pesées à leurs clients, ils risquent une amende de 220 000 $ australiens. Oui. Ça fait 150 000 € à peu près. C'est pas rien. Non, c'est pas rien du tout. Parce qu'en fait, selon une étude menée
en 2019, près de 30% des bars, restaurants et brasseries ne servent pas correctement les boissons alcoolisées. Alors depuis une semaine, des patrouilles d'inspecteurs en civil visitent des centaines de débits de boissons pour s'assurer que les clients ne se font pas arnaquer. Il est important que le consommateur en ait pour son argent, assure le gouvernement fédéral. Autre idée, si on laissait tomber nos smartphones ultra connectés. Ouais, mais pourquoi pas opter au contraire pour ce qu'on appelle un dumb phone, le téléphone idiot. Vous savez, c'est le téléphone portable basique type Nokia 3310. Celui qu'on avait au début, quoi. Celui qu'on avait au début, voilà, au début des années 2000. Vous l'avez pas connu. Non, moi je l'ai pas connu, j'y avais pas droit. Voilà, c'est mes parents qui me l'avaient interdit. Enfin bon, bref, il n'y avait pas d'écran tactile, donc ni d'application ou de reconnaissance faciale ou digitale, parce que d'après une étude encore relayée par la BBC, les recherches Google concernant ces engins d'un autre âge, ont bondi de 89% entre 2018 et 2021. Alors les Britanniques qui se sont laissés tenter par ce retour aux sources en sont heureux. Déjà, ça coûte presque rien à l'achat et surtout, on retrouve du temps pour soi, pour sa famille. On ne passe plus des heures chaque jour à liker, poster, partager et faire défiler son fil d'actu sur les réseaux sociaux. Bon, quelle idée vous choisissez autour de la table ? La 2. La 2, le téléphone, vieux téléphone, Moi Elena. aussi, le téléphone avec mon mari, on a 5 enfants qui sont ultra connectés. Et justement, il me dit, mais même toi aussi, il faut que je t'achète la même chose. Rosé ? La bière, la bière, évidemment. parce que moi, quand je suis arrivé en France, j'étais scandalisé. Vous alliez demander une pinte, il y avait de la mousse partout. Et pas de la bière. Mais non, il faut de la bière. C'est vrai. La mousse, ça accompagne. Non, il faut juste de la bière. Birgit, la bière aussi ? Oui, la bière aussi. Parce et en Allemagne, on se fait pas arnaquer sur la bière, sur le dosage ? Non, parce que je crois qu'il faut vraiment être professionnel avec justement la mousse. Et justement, en Bavière, d'où je viens, on boit aussi des masses, 1 litre en plusieurs par soirée. Donc c'est sérieux en fait. Ah oui, faut la pas quantité de la avec bière. Ouais. Donc je comprends tout à fait. 150 000 € d'amende, c'est quand même colossal. Je ne sais pas si je peux porter plainte parce que moi je suis allé en Australie, on a déjà refusé de me servir de la bière. Donc je ne sais pas si je peux demander des dommages et intérêts. Est-ce que vous savez quel est le pays dans le monde où on passe le plus de temps sur les réseaux sociaux, puisqu'on parlait de téléphone justement ? Chine. Non, Philippines. 3h50 par jour. Nigeria, 3h40. Brésil, 3h38. En France, on est à 1h36. En Espagne, 1h43. Ça va ? Ouais. En Allemagne, 1h15. Vous faites mieux que nous. Bon, Belgique et Russie, on a pas nos problèmes de connexion aussi. Bon, je vous cache pas que pendant la pause, Birgit a reconnu que la cuisine allemande n'était pas non plus. Non, mais qu'on soit bien d'accord. On n'est pas fâchés, hein. Tout va bien. 19h56 sur RTL. Un grand merci à tous les 4, à tous les 5, à vous aussi, Arthur. C'est gentil, merci Amandine. D'être venu. Ils refont la France revient bien sûr la semaine prochaine, 19h15 le vendredi. Dans un instant sur RTL, RTL Foot et ce France-Côte d'Ivoire à Marseille. C'est ce soir, juste avant l'essentiel de l'actu. Ce sera avec Aude Vernuccio. Très belle soirée à tous et à très vite.